tu parlais des interférences. Donc il y a aussi donc la maladie, parce qu'on parle de maladies cardiovasculaires, AVC notamment, c'est ça, qui peuvent justement être en lien avec ce manque de sécurité pendant ces 1000 jours. Alors, si je vais faire un gros dézoom, justement pour faire le lien avec la première question. Pourquoi j'ai voulu aussi amener ça et pourquoi je l'ai mis aussi en avant, cette notion-là, c'est parce que, en fait, très souvent, en France, on a tendance à séparer, ça j'en parle beaucoup dans le livre, justement, le corps et l'esprit. Un peu comme une vision très judéo-chrétienne. Et maintenant, on en revient un petit peu, mais ce que je vois aussi beaucoup sur Internet, dans les interviews, etc., on va aussi beaucoup séparer la psychologie et la physiologie du reste du corps. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien casser aussi, parce que le cerveau, c'est pas une espèce de machin qui est dans un bocal qui fonctionne à côté, et ton corps, il fonctionne à côté. Donc, du coup, c'est aussi important de montrer que, en fait, s'il y a des maladies générales sur ton corps, à ce moment-là, ça va avoir un impact aussi sur le développement de ton cerveau. Alors, il n'y a pas, évidemment, rarement, des maladies comme des AVC chez des enfants, c'est rare, mais ça peut être d'autres types de maladies qui peuvent intervenir et qu'on peut retrouver après. Ce qu'on va aussi retrouver de manière un peu plus pratico-pratique en cabinet, c'est un enfant a été très malade, parce que maintenant, il y a beaucoup, par exemple, de cancers chez les enfants. En fait, l'éducation des parents va changer, et donc, du coup, ça peut laisser des impacts après, à terme. Et ça, les gens le disent tout à fait. J'ai été très malade quand j'avais 2 ans. J'ai eu quelque chose, etc. Et donc, du coup, la famille va s'organiser autour de l'enfant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on parle des enfants. Oui. L'enfant est grandi. Il y a la présence des smartphones qui est là. Il y a des ados qui ont des smartphones. Ils sont forcément en lien avec des images, et ils peuvent voir justement des films pornographiques. Quel impact ça a sur les ados? Alors ça, j'en ai pas parlé dans mon livre. Non. En fait, mais c'est une très bonne question. Non, c'est parce qu'en fait, cette question-là, j'ai vu beaucoup de documentaires là-dessus, sur ce point-là, et c'est vrai qu'on alerte, mais j'aimerais bien effectivement qu'on puisse mettre ça en lumière. Une des raisons pour lesquelles, justement, je ne voulais pas trop rentrer dans les détails dans ce livre-là, c'est parce que la recherche, elle est au début. La recherche scientifique a besoin de beaucoup de temps. Sur cette question-là, très précisément, la recherche scientifique, elle est qu'au début. Et le dernier gros rapport qui est sorti, c'était il y a à peu près un an et demi, où il y a des chercheurs qui ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Ils ont repris toutes les revues de la littérature avec des critères de qualité de recherche particuliers. Et à ce moment-là, ils ont dit qu'en fait, actuellement, c'est très difficile de conclure. Donc c'est important de le poser, parce que moi je vois énormément de choses dans les médias. Moi, ma spécialité en cabinet, une de mes spécialités, ça va être justement les violences sexuelles. Donc derrière tout ça, il y a toujours l'idée de comment protéger nos enfants. En réalité, la plupart des violences sexuelles, c'est pas avec le porno, et ça arrive bien avant l'adolescence. Donc le lien qui aurait avéré entre violences sexuelles et pornographie, il n'est pas vraiment établi. Ce qu'on observe très clairement, à tout âge, pas d'ailleurs que chez les ados, c'est quand des personnes sont forcées à regarder des films pornographiques. C'est là où il y a beaucoup de biais dans la littérature, et on confond le fait de regarder, de tomber sur une image à caractère pornographique et de le regarder avec curiosité, et le fait d'être forcé à. Le fait d'être forcé à, peu importe quoi, d'ailleurs, tout acte à caractère sexuel, c'est une infraction, c'est une violence. C'est très compliqué, d'un point de vue scientifique, de faire la dissociation entre j'ai été forcé à, elle n'est pas toujours faite dans la littérature scientifique, ou je suis tombée sur ces images et je les ai vues. Donc la recherche, elle est réellement très très difficile, on ne peut pas vraiment conclure. Et c'est important de le poser, parce que j'entends tout sur Internet. Il y a beaucoup de recherches qui sont mal faites à ce sujet-là. Elles ont été faites très très rapidement. C'est beaucoup de recherches des années 2010 qui sont très critiquées actuellement. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas de la recherche scientifique, qui sont des journalistes, qui sont des thérapeutes XYZ, des fois même des médecins, mais les médecins ne sont pas formés de la même manière que nous, on est formés. Et donc du coup, tout ça, ça vient vraiment brouiller les pistes pour les citoyens. Et du coup, il y a beaucoup d'idéologie derrière tout ça. Donc,
en soi, la pornographie, il y a aussi des études qui vont même montrer que ça a des caractères plutôt positifs, notamment pour des communautés LGBT. Ça fait très longtemps aussi que la pornographie, parce qu'elle est aussi faite maintenant par des particuliers, qui va montrer tout type de corps, tout type de phénotype, c'est-à-dire comment dire, de corps, de couleur de peau, d'ethnicité, de tout ce qu'on veut, qui vont être différents, tout type de pratiques différents. Donc au contraire, des personnes qui vont pas être, habituellement représentées dans la mode, etc., étaient représentées depuis très longtemps dans la pornographie. Donc il y a des études qui vont montrer que la pornographie peut avoir aussi, dans certains cas, des choses plutôt positives. Donc elle est très complexe, cette littérature, et là le message qui est plutôt à donner, c'est on se calme, on attend, on laisse les chercheurs travailler un petit peu plus, on a besoin encore d'un petit peu de recul pour que ces ados grandissent et on voit ce que ça passe, ce que ça peut faire. La question du consentement, elle est importante. Il y a un problème quand on est dans une société où on éduque les jeunes filles à être des bonnes filles, à accepter, à dire oui, à plaire, à être aimable. Quand on éduque aussi des garçons à surtout pas lâcher, à continuer, à pas entendre le non. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. C'est là-dessus que l'éducation doit se faire, c'est sur la compréhension du non. Mais elle doit se faire sur le respect de l'autre. Et là-dessus, sur la notion du sexe, comment on peut amener la chose auprès des enfants, avec ses enfants. La première chose, c'est réellement soutenir tous mes collègues qui font de l'éducation à la sexualité à l'école. Ça, c'est vraiment le gros problème qu'on a à l'heure actuelle. La loi n'est pas appliquée. Donc, en 2001, il y a une loi qui impose à ce que tous les enfants, depuis la 3e section de maternelle jusqu'à la fin du lycée, aient plusieurs heures, normalement c'est 3 heures par année, de cours d'éducation à la sexualité, et c'est très large. Et donc là, ça va être de poser l'anatomie, par exemple. Donc, des fois, les parents ont très peur que ces cours, par exemple, aient lieu si tôt. Et c'est très important, en fait, que ces cours aient lieu si tôt, parce qu'en fait, les agressions, elles ont lieu aussitôt. Et les chiffres sont avec 3 enfants par classe en fin de CM2 qui ont déjà subi des violences sexuelles. C'est absolument faramineux. On doit aider ces enfants. Excuse-moi, Ouais. 3 enfants, c'est-à-dire 3 enfants dans la classe. Tu prends une classe de fin de CM2, il y en a 3 dans ta classe qui ont subi des violences sexuelles. D'accord. Que sexuelles, je ne parle même pas d'autres violences psychologiques, physiques, etc. Je parle juste des violences sexuelles. Okay. C'est absolument énorme. Ces enfants, on doit les aider. On a même un devoir moral, civique, de pouvoir leur venir en aide. Et pour des raisons idéologiques, c'est pas le cas. On n'arrive pas à rentrer bien dans les écoles, alors que ces programmes, ils sont disponibles en ligne. Donc je recommande à tous les parents d'aller en ligne, d'aller regarder ces programmes. Moi, j'en ai fait un petit peu. À une période, j'ai à chaque fois demandé à ce que les parents viennent. Je l'ai fait pendant à peu près 4-5 ans. Je l'ai eu une fois, les parents qui sont venus. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense que... Et en fait, les parents, quand ils sont venus, ils m'ont tous dit « mais j'aurais trop aimé avoir ça assez tôt ».